Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'IRIS. J'ai choisi cette semaine de revenir sur la situation sanitaire générale liée à la pandémie de Covid-19, qui, comme on va le voir, est loin de reculer dans la région, et à partir de là de faire un point sur deux ou trois situations sociales, politiques qui sont un peu importantes dans la région ces derniers mois. Alors la pandémie de Covid-19 en Amérique latine, je le disais, est très très loin de montrer des signes de faiblesse ou de recul. Bien au contraire, on a plus de 38 millions de cas déclarés officiellement dans la région en ce début de mois de juillet 2021. Hélas, plus de 1,3 million de décès à déplorer, avec le Brésil qui à lui seul a dépassé la barre des 525 000 morts dans le pays depuis l'apparition de la pandémie, on s'en souvient, en février 2020 dans ce même Brésil. Alors les conditions se dégradent même, puisque comme partout ailleurs dans le monde, le fameux variant Delta indien arrive en Amérique latine. Il a été identifié dans de nombreux pays, parmi lesquels l'Argentine, le Brésil justement, le Mexique aussi. Il a été identifié en Équateur, il a été identifié au Pérou. Ce variant Delta, qui est présent dans 92 pays dans le monde, eh bien, en compte près d'une dizaine, désormais un peu moins, également en Amérique latine, dans un contexte où déjà d'autres variants locaux se sont déployés, comme le variant brésilien ou le C37 au Pérou. Donc tout ça n'est pas de très bon augure, d'autant que du côté de la vaccination, la situation latino-américaine est quand même assez alarmante. Malheureusement, c'est une illustration d'un autre phénomène qui dépasse l'Amérique latine, qui est la question de l'accès aux vaccins pour tous les pays de la planète, à commencer par ceux du Sud ou pauvres, et comme l'Afrique ou une bonne partie de l'Asie, l'Amérique latine est très mal servie malgré les mécanismes de type COVAX mis en place au niveau des Nations Unies, mais qui ne répondent pas du tout à l'urgence et au niveau des besoins de vaccination. J'y reviendrai. En tout état de cause, aujourd'hui, l'Amérique latine, eh bien, à peine 10% de la population latino-américaine, qui, je le rappelle, est quand même le foyer mondial de propagation de cette pandémie, eh bien, à peine 10% de la population est vaccinée. Et si on s'intéresse, disons, à la part de la population qui a reçu au moins une dose de vaccin, c'est très inégal, c'est entre 7% et 65% pour deux pays qui sont le Chili et l'Uruguay, mais pour les autres pays qui sont à deux chiffres, si je puis dire, eh bien on est plutôt aux alentours de 35-38% pour les pays qui ont reçu au moins une dose. Mais on a beaucoup de pays en Amérique latine où c'est à peine 7, 9, 10, 15% de la population, 20 parfois dans les pays andins qui ont reçu, ou 25 à Cuba, qui ont reçu au moins une première dose de vaccin. Donc c'est très très insuffisant, et en tout cas au final, je vous disais, c'est à peine 10% de la population qui est immunisée contre la pandémie. Donc on n'a ni l'immunité collective par contamination, et on n'a ni la vaccination qui permet aujourd'hui d'endiguer ou d'espérer endiguer à moyen terme au moins la propagation de cette pandémie qui désormais, en plus, le variant Delta qui est venu s'inviter dans la région. Tout ça, évidemment, est très mauvais pour l'Amérique latine. Je vous dis, des 3-4 pays qui s'en sortent le mieux aujourd'hui en termes de vaccination, c'est le Chili, c'est l'Uruguay, c'est d'ailleurs les deux seuls en réalité. Donc beaucoup de problèmes. Alors tout ça renvoie évidemment aux difficultés de production locale, autochtone, de vaccins. Tout ça dépend de laboratoires qui ne sont pas en Amérique latine, même si le Mexique, l'Argentine ou par ailleurs le Brésil seraient tout à fait capables de produire localement des vaccins, soit faits sur place ou soit en association avec des laboratoires, comme ça a été lancé avec AstraZeneca par exemple, avec le Mexique et l'Argentine. Mais tout ça ne fonctionne pas, ou n'a pas suffisamment fonctionné en tout cas, et les laboratoires n'ont pas décidé de fournir prioritairement les pays d'Amérique latine, mais plutôt ceux de l'Europe ou ceux des États-Unis ou d'une partie de l'Asie, même si là aussi les vaccins donc du coup chinois sont en Amérique latine, qu'il y a des apports de ce côté-là, mais enfin le compte n'y est pas, ou états-unien. Les États-Unis désormais ont relevé leur niveau de contribution pour les pays latino-américains, en particulier le Mexique, où il y a eu des programmes qui se sont développés depuis les moments de base vaccinale il y a quelques mois en arrière. Mais enfin, en tout cas, tout ça ne répond pas du tout aux exigences de la période. Et il y a une contradiction
puisqu'évidemment, on sait très bien que si on n'éradique pas ou si on ne vaccine pas dans les pays pauvres et les pays du Sud, eh bien on n'en sortira pas, puisque précisément ces pays continueront d'être des foyers d'incubation et de propagation de la pandémie et de ses futures autres variants, tandis que dans les pays riches, on arrive à vacciner les gens tout en n'arrivant pas encore au stade des immunités totales, mais on vaccine même si ça baisse. En tout cas, on voit bien qu'il y a une logique qui fait que le risque, c'est aussi d'avoir en permanence des variants qui se baladent et qui viennent des pays du Sud et qui arrivent vers les pays du Nord avec une boucle infernale et qui ne se terminera pas. Donc c'est un problème général qui pose en fait là aussi la question d'une gouvernance sanitaire mondiale qui n'existe pas et qui révèle de nouveau les fractures habituelles de l'ordre international avec les pays européens, les États-Unis, les pays de la triade et puis les pays du Sud qui sont les plus mal lotis et pourtant qui seraient ceux qui prioritairement devraient avoir ces vaccins. Alors j'ai fait ce développement parce que tout ça n'est pas sans lien avec la situation politique qu'on voit sur place. Je pense par exemple au Brésil où aujourd'hui parmi les événements qui constituent l'actualité, il y a ces questions de supposée ou de présumée corruption sur des contrats d'achat de vaccins. Alors il y a une partie intérieure au Brésil évidemment où la corruption est un problème disons intérieur au système brésilien, mais en fait on peut très bien comprendre que dans des situations où les pays du Sud n'ont pas accès comme il faudrait au vaccin, évidemment ça doit favoriser des mécanismes de contournement, voire un moment de corruption, de pots de vin, de bakchich, etc., d'intermédiaires pour obtenir finalement ces vaccins auprès de laboratoires ou d'intermédiaires. Évidemment, la situation de non-approvisionnement prioritaire pour les pays où la pandémie est la plus forte et où elle se déploie, aboutit à des logiques qui favorisent ce genre de choses. Alors lorsqu'en plus on est dans des pays où ces pratiques sont relativement communes, on trouve dans l'actualité qui tombent des scandales comme ceux qui arrivent au Brésil. Alors il se trouve que ces scandales touchent l'administration, l'entourage, les fonctionnaires du gouvernement de Jair Bolsonaro et que aujourd'hui ça se rajoute, disons, à plusieurs dossiers qui pèsent sur lui, qui l'affaiblissent. Aujourd'hui, Jair Bolsonaro est un président affaibli, qui fait face à une mobilisation toujours plus grande dans la société contre lui. Alors, il y a plusieurs manières de le mesurer. Il y a les manifestations qu'on voit dans les villes, qui sont quand même assez significatives, même si à ce stade, elles ne permettent pas de penser qu'il y a un débordement de la société qui pourrait faire tomber le gouvernement brésilien. Mais enfin, la colère et le ressentiment et l'opposition à Bolsonaro grandit. Sa cote de popularité est basse, la plus basse qu'il ait eue depuis un certain temps. À peine 25% des Brésiliens sont satisfaits de son gouvernement et de sa gestion. Il fait face à une commission d'enquête au Sénat sur sa gestion de la pandémie, avec peut-être au bout l'accusation d'un crime de génocide sanitaire en quelque sorte. Il fait face au Congrès à une super demande de destitution qui est largement au départ de la gauche du Parti travailleur de Lula, mais qui a rallié à elle, et c'est ça qui est intéressant, des élus qui viennent du centre-droite et de la droite, donc pas du camp de la gauche et qui au contraire la détestent farouchement et qui pourtant se sont alliés ponctuellement là-dessus pour demander la destitution du président brésilien. Ce qui ne veut pas dire que cette super demande, malgré son nom, va permettre réellement d'aboutir, puisque de toute façon, seul le président de la Chambre des députés, qui s'appelle Arthur Lira, qui est un proche de Bolsonaro, un ami de Bolsonaro, il est le seul à pouvoir prendre en compte ou pas la demande en question. Donc aujourd'hui, Bolsonaro est protégé en quelque sorte par le président de la Chambre des députés qui est avec lui. Il n'y a aucune raison de penser qu'il va prendre en compte la demande et démarrer des procédures de destitution qui, par ailleurs, demanderaient beaucoup de temps et certainement ne pourraient pas être abouties avant la présidentielle de 2022. Donc, mais c'est sur le plan politique et symbolique qu'il faut analyser cette super demande comme un nouveau point d'affaiblissement de Bolsonaro, sa popularité, ses démarches au sein du Congrès, la commission d'enquête au Sénat. Mais Bolsonaro reste en place, il a donc ce président de la Chambre des députés qui est avec lui, il a l'armée qui le soutient, il a quand même son socle, un peu à la manière de Trump aux États-Unis, peut-être de 20-25% qui sont avec lui. Il continue de polariser la société très fort contre la gauche, contre Lula en perspective des élections. Il va certainement dans les mois qui viennent annoncer de nouvelles mesures sociales, quitte à ne pas respecter les engagements budgétaires du Brésil pour augmenter la Bolsa Familia, par exemple, la bourse sociale qui
permet aux familles les plus vulnérables du Brésil de vivre, ou en tout cas de survivre. Il va sûrement faire cela, comme il l'avait fait en 2001 avec succès, puisqu'il avait gagné en popularité. Et puis, Bolsonaro va également devoir voir comment évolue finalement la recomposition de la droite et du centre-droit, puisque c'est là que peut venir finalement l'affaiblissement le plus fort pour Bolsonaro. C'est si le centre-droite et la droite brésilienne arrivent finalement à se désaffilier de lui en promouvant un candidat, peut-être João Doria, le gouverneur de Sao Paulo, qui pourrait être finalement le troisième homme de cette présidentielle 2022 pour déjouer le scénario de l'affrontement Bolsonaro-Lula, avec l'idée de dire on doit sortir cette polarisation justement, et ni Bolsonaro ni Lula, et donc la droite, le centre-droite, vont-ils arriver à trouver un candidat, un programme, et puis à rallier vers elle eh bien, une partie de l'électorat de la droite brésilien radicalisé qui s'était rallié à Bolsonaro en 2018 et qui, au gré des différentes crises Covid, économie, se sont un peu détachés de lui. C'est une des questions qui est posée pour les mois qui viennent, et c'est en fait finalement au sein de la recomposition des droites que une partie de l'avenir de Bolsonaro et de son leadership en quelque sorte dans la droite et l'extrême droite brésilienne va être posée pendant que ce temps-là où Lula, lui de son côté, continue d'essayer d'unir la gauche, mais aussi une partie du centre-gauche et peut-être même du centre-droite modéré pour avoir une coalition contre Bolsonaro. Donc voilà aujourd'hui où on est, et les affaires de corruption, de présumée corruption, qui aujourd'hui ne touchent pas le président Bolsonaro, mais disons son administration, son entourage, en plus de celles qui ont touché les membres de sa famille, ses fils en particulier, sont des éléments à prendre en compte pour voir un affaiblissement relatif du président Bolsonaro. Il faudra suivre ça. Mais enfin, la conclusion à cette étape, c'est qu'au Brésil, on va continuer, disons, de plonger, d'entrer, d'approfondir la crise politique, la polarisation, la tension entre les différents acteurs, avec à suivre donc les mouvements au sein de la droite et du centre-droite pour voir si ils pourront finalement se défaire de Bolsonaro pour reprendre un pouvoir qu'ils avaient perdu lors de l'élection de 2018. Donc ça, c'est au Brésil, on va vers des événements qui se multiplieront et des tensions qui vont s'accroître dans ce pays sur le plan politique. Je voulais parler aussi du Pérou, puisque tout le monde a parlé du Pérou, là on entend un petit peu moins parler en France, mais le président ou la présidente sera connu le 28 juillet, en tout cas le 28 juillet c'est la date à laquelle le nouveau président ou la nouvelle présidente du Pérou doit prendre ses fonctions, et pour l'instant on est toujours bloqué avec d'un côté des recours juridiques des Keiko Fujimori, de la droite fujimoriste péruvienne, qui refuse le résultat qui a été celui donné par les autorités électorales, qui accordent la victoire à M. Pedro Castillo avec 50,1% des voix, et elle avec 49,9% à peine, donc très serré, quelques dizaines de milliers de voix de différence, et elle conteste plus de 200 000 voix, peut-être même un peu plus aujourd'hui, qui sont passées au peigne fin, et on est dans ce processus qui bloque tout, avec des médias aujourd'hui qui parlent de Pedro Castillo comme d'un candidat présidentiel et non pas comme président aujourd'hui, alors on se parle alors que l'élection est passée, et Pedro Castillo qui fait face à la fois aux attaques de Keiko Fujimori de son camp, des recours juridiques, mais qui fait face aussi désormais à une enquête qui vient de tomber, lancée par le parquet, le ministère public péruvien, qui enquête sur des présumés ou des possibles financements illégaux de la campagne de M. Castillo par un obscur groupe criminel qui s'appelle Los Dinámicos del Centro, qui serait un groupe criminel lié au narcotrafic et dont le parquet veut vérifier qu'il n'aurait pas participé à la campagne de financement de Pedro Castillo. On est tout ça depuis l'élection du deuxième tour et avant la prise de fonction du président. Évidemment, tout cela fait la une des médias au Pérou, et on a une situation assez ubuesque avec un candidat élu mais pas proclamé président qui va devoir répondre à des enquêtes, à des investigations du parquet sur peut-être ces questions de financement occulte de campagne électorale. Ça fait beaucoup de choses dans un pays qui est confronté durement à la Covid, à la crise économique, un pays qui est vraiment en pleine instabilité politique et sociale, et dont cette dernière élection d'ailleurs a été un nouveau développement avec cette élection, un congrès fragmenté, atomisé, on en a déjà parlé ici, aucune majorité politique ne se dégageant. Donc là aussi, hélas, le Pérou va connaître certainement encore des complications dans les semaines et les mois qui viennent, indépendamment de ce qui va passer d'ici au 28 juillet. La grande question étant de savoir si Pedro Castillo pourra
prendre fonction comme c'est prévu selon le résultat en tout cas annoncé, et la reconnaissance qu'il a déjà eue de certains présidents de la région comme Alberto Fernandez ou quelques autres de la gauche et du centre-gauche. Tout ça est complètement suspendu. En tout cas, on voit que son élection produit des réactions, ou en tout cas des choses assez étonnantes comme ces histoires de financement illégal lancées par le ministère public. On voit qu'il a derrière, contre lui la droite, pas mal de groupes économiques, etc. Donc tout ça augure là aussi d'une polarisation très très forte. Et enfin, pour conclure, je voulais parler un peu de la situation en Colombie, parce que là aussi on en a beaucoup parlé, puis on n'en parle plus, en fait beaucoup dans les médias français, alors que des choses continuent. Depuis, on s'en rappelle, le 28 avril, le grand mouvement social qui a submergé le pays et le gouvernement d'Ivan Duque a abouti à quoi? A abouti à ce que depuis le 15 juin, le comité de grève de mobilisation a annoncé la fin des barricades et des blocages dans le pays, mais sans que les négociations aient abouti. Il y a encore aujourd'hui des manifestations, des actions, surtout à Bogota, beaucoup moins dans le reste du pays, mais surtout à Bogota, avec des franges radicalisées, des affrontements avec la police. Et aujourd'hui, le comité de mobilisation a annoncé une nouvelle manifestation nationale le 20 juillet, donc c'est bientôt, on essaiera de suivre. Et comme ce comité considère que le gouvernement d'Ivan Duque ne veut pas négocier, eh bien la stratégie maintenant de ce comité, c'est de transformer ces revendications en projets de loi et de les emmener au Congrès, au pouvoir législatif, pour demander au Congrès de prendre en compte ces projets de loi et de les débattre et de les voter au sein de cette enceinte de politique colombienne. Donc on en est là. Donc ça veut dire que les blocages, les barricades, etc. sont levés, mais qu'aujourd'hui rien n'est réglé sur le fond. Et le comité de mobilisation annonce que si le gouvernement continue de ne pas vouloir négocier, eh bien, il relancera en quelque sorte ses appels à des manifestations permanentes, constantes en Colombie. Donc la situation est en réalité bloquée. Il faudra voir quel sera le rebond, la réaction après la mobilisation du 20 juillet et cette stratégie nouvelle de projet de loi au Congrès. Mais là aussi, sous Covid, sous arrivée du Delta, j'en ai parlé tout à l'heure, etc., la Colombie va continuer de connaître des soubresauts et des tensions certainement qui n'ont pas été solutionnées depuis le 28 avril dans les conditions qu'on connaît. Donc voilà en fait un peu comme des paquebots, des situations politiques, on pourrait en faire plusieurs, mais qui finalement ne trouvent pas de solution ou de dénouement, et qui au contraire avancent, parfois en s'enfonçant dans la crise. Et c'est ça qui va certainement marquer les prochaines semaines dans la région. Donc nous continuerons bien sûr de suivre tout cela, et pour celles et ceux qui auraient écouté cette chronique avant le 8 juillet 2021, eh bien elle pose un peu les éléments qui seront discutés dans un débat que le RIS va organiser, donc de 18h30 à 20h heure de Paris, avec 3 invités de haut niveau sur justement les perspectives latino-américaines face au Covid, et comment reconstruire et modifier la trajectoire actuelle des pays de la région. Donc je vous dis à bientôt.